What's up tout le monde? Mon nom est François Lantier-Nadeau, je suis le CEO de Snipcart, une startup à Québec. Vous êtes bien tuned in dans le podcast d'Apollo 13 Startup, où est-ce qu'on discute de startup, de SaaS, de web. Aujourd'hui, je parle avec Georges Saad, un cofondateur de Spectrum Media et puis du programme d'accompagnement Apollo 13. On va discuter de l'histoire, de la genèse et puis au moins de la direction future de ce programme-là. Donc, profitez du show. We have liftoff. Okay, we had a problem here. Houston, say again, please. An extremely loud applause here in Mission Control. Bonjour Georges, comment vas-tu? Salut Frank. Ça va bien? Yes. Good. Ça fait plaisir de prendre le temps de te jaser, même si c'est à distance comme ça. Ouais, ça fait plaisir, toujours. Fait que pour tout le monde, ça c'est le premier show de Apollo 13 Startups Podcast. On a décidé de commencer avec quelque chose qui était plus une genèse de toute cette histoire-là, cette aventure-là qui est Apollo 13. Fait qu'une des meilleures personnes pour raconter cette histoire-là puis nous walk through un petit peu tout ça, c'est Georges, parce qu'il était au cœur de ces développements-là. Fait que notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer un peu c'est quoi l'historique d'Apollo 13, pourquoi que ça a vu le jour, puis c'est où que ça s'en va. Fait qu'on va couvrir un paquet de chapitres, ça se peut qu'on a un peu partout, mais ça devrait donner une bonne dose, je pense, de knowledge et d'inspiration aux différents entrepreneurs et startups qui travaillent avec nous autres. Fait que Giorgio, mettons qu'on go way back puis qu'on essaie de voir c'est quoi la première step d'Apollo 13. Même avant que le mot Apollo 13 ça existe, ça a été quoi l'implication, l'espèce de flamme qui a fait que Spectrum, l'agence web derrière Apollo 13 au départ, s'est lancé dans les startups? Shit, ça remonte loin. Écoute, en fait, comme tu le dis, en fait, Apollo 13, c'est relativement récent, là. Tu sais, Spectrum, on a commencé ça il y a 14 ans. Il y avait toute une idée, toute une pensée en arrière, en fait, qui aujourd'hui a donné Apollo. Tu sais, à la base, quand on a décollé Spectrum, l'idée, c'est d'avoir une équipe de dev, et la première boîte, mettons, de développement 100% agile avec des clients. Fait que tout un modèle qui est assez particulier. Puis clairement, qu'en démarrant, on n'avait pas nécessairement les moyens de se payer, entre guillemets, les meilleurs devs. Puis ce qu'on avait remarqué aussi, ce qu'on s'était rendu compte, c'était qu'il y avait un shitload de devs qui s'étaient essayés sur le développement de SaaS, le développement de start-up, en fait, en essayant de développer un genre de produit, puis qui essayaient d'en vivre. Et puis ces devs-là, dans le fond, étaient 100% autonomes, super, avec un méga niveau de ownership, mettons, au niveau des projets qu'ils avaient et tout. Fait ce qu'on s'est dit, c'est que ça colle à la réalité de la boîte que nous, on voulait développer. Donc, Spectrum, on voulait que les devs soient en relation directe avec le client, qu'ils travaillent avec du ownership, etc. Donc, ce qui s'est passé, dans le fond, c'est qu'on s'est mis à attirer ces devs-là parce que dans Spectrum, l'idée, c'était de développer aussi des produits. Développer des produits pour que l'agence de service Spectrum soit pas juste une agence de consultation qui recommande des choses, mais qui ne l'a jamais fait. Puis aussi parce qu'on voulait diversifier aussi le knowledge qu'on avait. Donc, quand on dit à un client, faut travailler avec tel tech, avec tel stack, faut faire ci, faut faire ça, c'est beaucoup plus percutant quand tu l'as fait pour toi-même. Donc, ce qui s'est passé dans le fond, c'est qu'on a attiré ces devs-là en disant, si tu es entrepreneur, tu t'es déjà essayé puis ça n'a pas marché, là, on peut le faire ensemble puis on peut développer ça. Fait que les 5-6 premiers devs, c'est tout du monde qui avait ce pattern-là. D'ailleurs, on va en parler, puis c'était le CEO de Snipcart, l'ex-employé de Spectrum, Charles, qui a été recruté dans les débuts de Spectrum, était un dev qui avait essayé une startup dans le domaine du golf à l'époque, puis que ça n'avait pas fonctionné. Donc, c'était vraiment l'attractivité qu'on se faisait à travers Spectrum. Puis là, il ne faut pas que tu ris parce qu'on a parlé du projet de Charles. Donc, l'attractivité, dans le fond, était d'attirer ces devs-là, puis d'essayer de harness un peu cette passion-là, puis cette flamme-là d'entrepreneur, puis d'essayer d'utiliser, en fait, la capacité Spectrum de le faire. Donc, ça nous a permis... Ouais, vas-y. Puis comment, à l'époque, là, on est en 2000 combien? 2008, 2009? Genre. Puis à l'époque, y avait-tu, mettons, une manière pour toi de spotter cette espèce d'esprit entrepreneur-là, de dev qui prennent beaucoup d'ownership puis qui sont pas juste une cog dans une machine
à la grosse machine de Mhm. consultation, de firme de thé, whatever. Comment tu faisais pour spotter ces gens-là puis les amener dans le team? Écoute, c'est une bonne question. Tu sais, je te dirais, mettons, c'est beaucoup relationnel, hein. C'est le feeling qu'on Ouais. avait. Tu sais, là, je vais mentionner pour les oldies, ils vont reconnaître, là, il y avait un événement assez cool d'ailleurs que c'est Steph Guérin qui avait lancé, là, Soif, que c'était un event hyper non OK. formel de dev, puis c'était vraiment, vraiment un noyau de méga bons devs, vraiment qui Nice. étaient loin du corporate, qui étaient vraiment kick-ass. Puis ça, en fait, c'est là en fait, Antoine, la première personne qu'on a embauchée, Ouais, Antoine Leclerc, ouais, ouais, fucking ouais. kick-ass dev, un des meilleurs devs qui existent sur Terre. Ben, tu sais, c'était ça. Dans le fond, il y avait cette flamme d'entrepreneuriat. Il Hmm. s'essayait sur des projets et tout. Donc, ça fitait par ça, tu sais. Charles, Ouais. ben, j'avais travaillé avec dans une autre business. Donc, je savais c'est quoi les projets qu'il y avait. Donc, c'était très, très, très relationnel. Mais tu sais, Hmm. c'est comme tout. Même dans les plus grosses startups, mettons, qu'on peut commencer, au début, c'est que relationnel. Tu sais, c'est que du feeling, c'est que du match, tu sais, au niveau personnalité, au niveau valeur. Puis, dans le fond, c'est un peu comme ça que ça s'est comme fait de manière très, très, très organique, là. Puis ces Puis, devs-là, dans le fond, ont amené cette culture d'entrepreneuriat à l'intérieur de Spectrum. Fait on est loin, on est des années loin là, d'Apollo 13, puis d'un programme structuré, puis de l'incubation et les valeurs qu'on avait. Mais du jour 1 que Spectrum a été fondé, il y avait cette dynamique-là. On lance des projets, on fait des trucs. Puis l'idée, c'était de lancer un projet par année, en fait. Ça, c'est la vision initiale, maintenant. C'était un projet par année appartenant à Spectrum et ses employés ou les employés qui veulent embarquer là-dedans et financé par Spectrum pour essayer d'en faire quelque chose. Donc, OK. ADN, full tech, full SaaS, full plateforme web, c'était que ça, dans le fond, qu'on allait focuser là-dessus. Puis, tu sais, le revers de la médaille positif aussi, c'est que ben, on s'est ramassé à avoir des devs qui, clairement, on n'avait pas les moyens financiers de les embaucher parce qu'il y avait des attentes salariales beaucoup plus élevées, mais les conditions qu'il y avait dans Spectrum et cette opportunité de bâtir une plateforme, de bâtir un Hmm. produit, ben, représenter cette compensation-là, en fait, qu'aucune autre boîte pouvait vraiment offrir à ce moment-là. Donc, c'est comme ça s'est créé tout seul, là, que c'était vraiment une business, entre guillemets, d'entrepreneurs à l'interne et qui développait des trucs qui cassent pour les clients, mais qu'en the side aussi, on voulait développer nos propres produits. Puis là, en fait, Puis, on a lancé. Ouais, vas-y. c'est ça. Parle-nous un peu, mettons. euh, Fait que là, on est au début des années 2010, mettons, roughly. Mhm. T'as Spectrum, qui est une agence web, parmi une couple d'autres à Québec, Montréal, la région. Mhm. Que ces kick-ass devs-là qui sont là. Ça a été quoi le processus un peu d'inception de OK, regarde, vous allez faire, je sais pas, un 60-80% de votre temps pour des mandats clients, on amène du pain sur la table, on se fait un nom, etc., on build notre réputation. Comment l'autre portion, justement, plus entrepreneuriale, arrivait dans le décor? C'est-tu juste comme vraiment organique, la team, il y a quelqu'un qui dit hey, moi je tripe sur le golf, je veux faire un produit de golf, ou c'était comme on règle nos propres problèmes, ou peux-tu nous donner du juice sur l'inception des différentes startups internes, justement, au Mhm. départ avant Apollo 13? Ouais. Fait que les projets venaient de tout ce que tu viens de mentionner, en fait. Des fois, c'était des Ok. besoins de clients qui s'exprimaient. Fait que Snipcart, ça vient d'un besoin client qu'on a voulu adresser, qu'on avait entendu à plusieurs reprises. ScienceQuid, c'était un pain que nous, on avait à l'interne. Chaque projet, Growl, c'était un projet qu'on avait, nous, à l'interne. Donc, ça venait de partout. Ça venait un dev qui disait, hey, ça, c'est un problème, ça fait plusieurs fois que je le vois. Ou la business, mettons, au niveau admin, on disait, hey, ça, c'est un problème. Puis là, on en discute durant 5 à 7. Puis on fait, ben, peut-être qu'on peut faire de quoi. D'ailleurs, c'est ce qui a comme été un peu la genèse du 4 jours semaine chez Spec. Donc, on parle Right, de c'est milieu vrai. 2009. C'était comme, hey, on va se dédier du temps pour développer des produits. Fait qu'on va le faire en une journée. On a rapidement vu qu'une journée semaine, c'était clairement pas assez pour développer un vrai produit. T'sais. Par contre, pour du MVPing, du testing, c'était correct. Ça faisait du sens. Puis, juste pour se mettre dans le contexte, donc on parle de 12, 13, 14 ans en arrière. Tout le monde, genre, est vraiment willing, a beaucoup de temps disponible. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman dans l'équipe. Tout le monde est Exact. juste vraiment, vraiment, vraiment craqué. Fait que, le temps libre qu'on avait, l'espèce de 4 jours, ben, on le mettait sur ces produits-là, puis on le développait là-dessus. Puis ce qui se passait, dans le fond, par la suite, c'est qu'on essayait d'MVPer un peu le truc. Puis après ça, dans le fond, quand on disait, OK, ouais, il y a du potentiel à faire de quoi, ben là, on essayait de le pitcher à des clients Spectrum ou autres pour essayer de voir, dans le fond, est-ce que ça mord un peu plus. Puis ça, on en Hmm. parlera un peu plus tard. C'est un peu le framework d'Apollo 13, c'est d'essayer de prévendre ou aller chercher des clients avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant d'aller trop loin dans le Exact. produit. Puis, tu sais, on l'a fait l'erreur là, d'être trop focus produit parce que, ben, tu sais, on est des devs. Fait clairement qu'on avait la pensée produit au-delà de la vente. Fait que, tu sais, le premier produit qu'on a fait interne, c'est ScienceQuid. C'est une plateforme de signature électronique. Ben, elle était beaucoup trop produit,
beaucoup trop peu marketing. On s'en est rendu compte plus tard. Puis c'est ce qui a fait la différence plus tard quand on a commencé à mettre de l'énergie et de l'effort sur le marketing, que ça a vraiment changé. Donc, tu sais, à la base, les besoins étaient très engineered approach. Là. C'est genre, il y a un problème, on va le régler, mais on se souciait pas de la partie mise en marché, commercialisation. On se focusait beaucoup sur la résolution du problème au niveau engineering, au niveau produit. Puis là, ben, une fois qu'on avait ça, ben, on essayait comme de le commercialiser par la suite, puis on n'était pas aussi bon que ça. Puis je dirais, la grosse différence entre Apollo 13 et l'époque, c'était principalement ça. Puis ben, c'est beaucoup grâce à toi. Bon, on va en parler dans les prochains chapitres de la discussion, mais la dimension et l'ADN marketing, il était pas chez nous à la base. Là. Puis, juste pour on va mettre une couple de descriptions sur des termes pour que le monde qui nous suive et qui sont pas nécessairement familiers avec toute cette aventure-là, toute cette gang-là. Fait que Spectrum, à la base, on parle d'une agence web qui développait des applications et des sites web pour différents clients de grosseur qui varient. Ça, c'est l'espèce de genèse, c'est l'espèce de fondation sur laquelle il y a pu avoir ces initiatives-là de start-up qui ont été lancées ensuite. Growl, ça a été un projet interne. Donne-nous juste une petite définition pour me donner un exemple de comme on spot un problème comme ingénieur ou programmeur, puis on veut le régler. Fait que Growl, ça se voulait un truc hyper simple, dans le fond. C'était de traquer quand nos clients généraient des pages 404 ou des erreurs techniques sur leur plateforme. Donc, en fait, c'était un genre de crawler que tu t'abonnais, je ne me rappelle plus trop, là, on se disait, mettons, c'est $1 par mois, peu importe. Puis ce que ça fait, c'est du crawling continu sur ton site web, puis qui identifiait des erreurs techniques que le client peut faire. Genre, le client s'est mis une méga image qui fait 25 mètres, puis il n'a pas réalisé. Ben, ça va le détecter. Les 404, ça va le détecter. C'est vraiment hyper slim, hyper niché, mais c'est des problématiques que nous, on voyait avec nos clients tout le temps. On leur développait des plateformes avec des méga budgets, puis on voyait que, mettons, au niveau de la continuité de la chose, il y avait des erreurs qu'on voyait des fois un peu trop tard. Fait que, mettons, soit ils payaient le prix en SEO, soit payaient du trafic qui n'en avait pas, etc. Fait que là, le but, c'était d'essayer de traquer ça, dans le fond. Fait que c'est un projet qui avait été justement lancé avec, entre autres, avec Antoine, en fait, donc le premier dev que je mentionnais. Puis Growl, c'est un jeu de mots avec crawl. Exact. Ouais. Pour ceux qui écoutent et qui se disent yo, c'est pas si innovatif que ça, ça existe déjà. Là, mettez-vous 10 ans en arrière. Mettez-vous 10 ans en arrière. Puis clairement que ça, c'est rendu, ce que Georges dit, c'est rendu une feature dans des softwares qui track un paquet d'affaires sur ta web perf, mais l'essence est vraiment bien là de ce qu'on appelle le dog fooding, surtout souvent en startup. Où est-ce que moi, je vis un problème récurrent, mon équipe vit un problème récurrent, comment est-ce que je peux régler ce problème-là? Après ça, je vais valider l'hypothèse, ben là, y a-t-il d'autres mondes qui ont ce problème-là? Puis ensuite, tu peux commercialiser ce produit-là si ton hypothèse s'avère véridique. Snipcart, donne-nous une définition de Snipcart, juste voir comment tu toi, t'es trop biased. Après, ben, moi, je suis juste écœuré de le pitcher d'autres. Bon, ben écoute, Snipcart, c'est une autre histoire. Fait que là, dans le fond, ce qui se passait, c'est que Snipcart, c'est à la base, on développait par exemple des plateformes web pour des clients. Ils mettaient des gros montants pour développer des plateformes. Puis ils arrivaient, mettons, 2-3 mois plus tard, puis ils disaient ouais, maintenant j'aimerais ça, mettons, plugger du e-commerce là-dessus. Le terme plugger du e-commerce dessus, puis on se disait ah fuck, t'aurais dû me le dire d'avance parce que j'aurais peut-être pas choisi tel tech ou tel stack, j'aurais fait ça autrement, tu sais. Ou ça va être un subdomain sur une autre plateforme, puis là, c'est comme l'expérience est un peu nulle et tout. Ouais. Fait qu'on avait plusieurs clients, puis ça revenait, tu sais, 2-3 ans plus tard, il fait comme ouais, ben, j'aimerais ça faire ça. Puis il y a des plateformes d'e-commerce, il y en a encore une tonne, mais c'est tous des écosystèmes assez fermés. Fait qu'on s'est dit, pourquoi ne pas faire un truc qui injecte du e-commerce sur ton CMS, peu importe la tech. Puis dans le fond, la portion catalogue, là, donc la portion où ton inventaire de produits, ben, il est à part. Tu décides comment tu le présentes, tu décides comment tu l'affiches, etc. La partie de transaction, là, je fais buy now, ben là, on injecte un panier. Puis à partir de là, dans le fond, tu complètes ton achat. Puis toute la partie admin, le back-office de management de ton e-commerce, ben là, il est à part, dans le fond, puis ça, c'est la partie back-office. Fait que ça fonctionne. Fait que c'est du e-commerce injecté, ce qui est, dans le fond, agnostique par rapport à la tech, par rapport au langage que tu as décidé. C'est une injection JavaScript. On parlait des crawlers tantôt. Ben, il y a un crawler qui vient revérifier que ton information elle est bonne, etc. Donc, c'est un problème qu'on a vu chez des clients. Puis ce qu'on avait fait, dans le fond, c'est qu'on avait identifié ce client-là ce problème-là chez plusieurs clients. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné voir ces clients-là. On a fait un MVP. On s'est dit, oui, ça fait du sens d'injecter du JS. On serait capable de le faire. Fait qu'on est retourné voir ces clients-là. On a dit, ben,
on avait on vous avait évalué ce projet-là, c'était beaucoup trop gros comme budget pour vous parce que il y avait plein de choses à défaire et à refaire. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est qu'on pourrait le faire à notre manière qu'on a pensé, donc la vision Snipcart, puis on vous demande un montant forfaitaire qu'il vous donne accès à cette licence-là. Fait que la propriété intellectuelle de ce projet-là, donc il faut se mettre dans la peau de Spectrum, une agence de dev. Typiquement, la propriété intellectuelle du code qu'on génère appartient au client. Dans ce cas-là, on leur a dit, la propriété intellectuelle de ce code-là nous appartient. Par contre, vous payez un montant forfaitaire. C'est comme si vous achetez une licence pour les 20 prochaines années, de 10 prochaines années ou à vie, peu importe. Puis on a été chercher 3 clients comme ça. On a été chercher un 50, 75 000 de chacun. Donc, ça nous a fait un pool, mettons, d'un 150 000 pour dire, OK, on a ce budget-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? On l'a géré comme un seed fund, en fait. On s'est dit, parfait, Spectrum, la notoriété de Spectrum, elle a réussi à vendre ça parce que ce que j'ai pas dit aussi, qu'on disait aux clients, si jamais la compagnie, elle fail, dans le fond, il y a Spectrum pour gérer ton code. Fait que tu as vraiment zéro risque. C'est pas comme Exact. si des gens venaient pitcher le projet en disant, hey, je te pitch le projet, puis fais-moi confiance, ça va marcher. C'est des clients qui travaillaient déjà avec Spectrum, fait que c'était facile de faire cette vente-là. Fait une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, on va utiliser cet argent-là, non pas comme source de revenus de l'agence, mais comme fonds d'investissement. Fait qu'on va le dépenser au cost, puis on va mettre les gens en plan là-dessus. Fait que c'est là qu'on a commencé à avoir, entre autres, Charles qui a embarqué sur le projet et les autres, pour développer cette plateforme-là, livrer à ces clients-là, démontrer que ça marche. Après ça, on a fait un website pour le vendre directement en ligne, en self-serve, etc. Puis là, l'histoire, elle s'est suivie, mais c'est vraiment né d'un besoin de plusieurs clients. Après ça, on a revendu ça à des clients de Spectrum. Puis quand eux ils ont acheté, on a développé la plateforme. Puis une fois qu'on a développé la plateforme, après ça, on a investi pour la portion commercialisation, etc. Right. Je vais ajouter une couche de contexte sur le dog fooding de Snipcart. Tu sais, à l'époque, quand on a launché ça, moi, j'étais pas là en passant. Je suis rentré 6 mois après le launch officiel comme junior stagiaire au marketing. Mais à l'époque, le contexte de e-com, c'était beaucoup Magento qui était présent. C'est quand même une grosse bête. Ça implique de salir les mains longtemps, beaucoup de config. C'est très dev-heavy. Puis, tu avais Shopify qui commençait à faire du bruit pas mal, qui continue d'en faire à ce jour. Une excellente compagnie canadienne, by the way. Fait que pour les devs, ces deux options-là avaient beaucoup de pains. Surtout quand le problème à régler, c'était justement le site existe déjà, je veux ajouter du e-commerce par-dessus. Mais là, des fois, ça impliquait un refactor ou une addition. Un refactor, mettons, avec du Magento, ou une addition d'un autre site qui est géré par Shopify, qui est moins customizable à l'époque. Fait que la notion de le pain était beaucoup vécu, oui, par les clients, mais il était aussi beaucoup vécu par les devs qui avaient ce besoin client-là. Puis nous, un des early bets qu'on a fait, c'est d'aller plus loin que juste dog-fooder le problème initial, genre de trouver le problème dans notre réalité à proximité. On s'est dit, on va même marketer la solution de ce problème-là à nos pairs, à d'autres développeurs, à d'autres programmeurs. Puis ça, c'était quelque chose que, à l'époque, encore une fois, aujourd'hui, le market est boomé en e-commerce. Là. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Des solutions qui disaient yo, nous autres, on est là pour les programmeurs qui ont ce problème-là. Tu veux un nouveau site, utiliser la stack que tu veux, pas une plateforme, mettons, plus fermée, ou tu veux ajouter du e-com sur un site, peu importe la stack. L'innovation était vraiment là. C'était de parler directement à des développeurs. Puis ça, on a comme reversé un petit peu le funnel d'acquisition habituel de genre, hey, tu trouves le décideur, la décideuse dans une compagnie, puis là, tu essaies que cette personne-là sorte le chèque, la carte de crédit. Non, nous, on passait bottom-up. On trouvait des devs dans les agences, des devs freelancers, des devs dans les compagnies qui devaient faire du e-com, puis on disait yo, regarde Snipcart. Idéalement, on les fait tomber en amour avec Snipcart, puis eux, après ça, ils allaient vendre Snipcart plus haut dans l'espèce de stack managérial d'une compagnie. Fait que ça, je pense qu'au départ, ça nous a permis de ne pas jouer sur les mêmes terrains de jeu que les Shopify de ce monde, les gros e-commerce names. Fait que on est vraiment allé all-in dans le dog fooding, autant au niveau produit, problème qu'au niveau du marketing, je pense, avec Snipcart. Juste mettre un peu de contexte, Frank, tu l'as dit, tu sais, toi, tu es rentré, pour donner la full story, tu es rentré comme stagiaire, mais en fait, tu n'es même pas rentré comme stagiaire dans Snipcart. En fait, non, en fait, l'idée, c'était, on avait un autre produit qui s'appelait SignSquid qui mérite qu'on en parle un peu parce que ça fait partie un peu des démarches qui nous ont amenés à être meilleurs dans ce qu'on fait. Puis dans le fond, on se disait, il manque du marketing pour ce produit-là.
on s'est dit, dans Spectrum, des fois, on a de la demande un peu de marketing, un peu de com, fait qu'on pourrait faire ça, puis Snipcart, ça serait cool d'en donner. Fait que ce qu'on s'était dit, dans le fond, c'est que financièrement, on allait couvrir le salaire d'un stagiaire à travers ces 3 compagnies-là. Fait on s'était dit, tu feras une journée par semaine pour chacune des compagnies, puis tu verras comment les 2 autres journées, Exact. puis t'allais comme tout faire. Puis je pense que t'as fait ça après 2 semaines ou 3 semaines. Dans le Ouais, pas sens que, longtemps. pas longtemps, parce qu'en fait, on a réalisé que finalement, c'était pas réaliste. Mais le trigger initial de se faire, OK, on va avoir quelqu'un en full-time marketing qui va essayer de faire des choses, on le justifiait financièrement en spreadant l'effort sur 3 budgets différents de 3 compagnies différentes. Puis au final, on a vu clairement que l'effort qui était mis, ça faisait pas de sens d'être étalé autant. Fait que tu as été full all-in dans Snipcart, dans le fond. Surtout que j'étais nul à chier au début. Fait que j'étais nul à chier un tiers, un tiers, un tiers. Fait que j'étais mieux d'être nul à chier Ça juste avance dans pas un trop. projet. Mais dude, explique aussi, mettons, pourquoi vous avez fait le call un peu exécutif de hey, nous, on décide de mettre un salaire temps plein en marketing pour notre prochaine startup. Parce que c'est pas quelque chose que vous avez fait par le passé. Non, exactement. Mais écoute, il faut que je reparle de ScienceQuid pour donner Ouais, toute la vas-y. couleur. ScienceQuid, c'est un projet, c'est le premier qu'on a fait dans Spectrum, OK. a.k.a. Futur Apollo 13. C'est une démarche complètement différente. Donc là, on s'est associé à un expert de domaine dans le légal externe. On a été full-in sur le produit, on a développé le produit. L'expert nous dit, il manque telle feature, ça prend ça, on faisait la feature, etc. Zéro vente, zéro dogfooding, zéro validation de marché. Mis à part le fait que nous, on s'est dit, c'est une plateforme que nous, on utiliserait. Donc, juste pour donner de l'info, c'est une plateforme de signature électronique en ligne. Donc, ce que Adobe fait aujourd'hui, ce que Write Signature font. Bref, aujourd'hui, il y en a pas mal. Le DocuSign, tout le monde connaît. Exact. Donc, la particularité qu'on avait, c'est qu'on voulait être vraiment, vraiment, entre guillemets, légaux. Donc, en fait, tu pouvais signer seulement avec un facteur de double authentification. Donc, en fait, tu mettais le numéro de téléphone du signataire. Le signataire, il fallait qu'il confirme avec un code SMS qui se connectait. Donc, tu ne fais pas juste cliquer sur un lien comme avec DocuSign maintenant. Bref, c'est le fardeau légal, en fait, où on a ajouté une forme de robustesse légale qui était beaucoup, beaucoup plus grande. Ceci étant dit, on s'est basé juste sur nous. On s'est dit, c'est vrai que nous, signer des trucs, ça nous fait chier. Fait qu'au lieu d'imprimer, faxer, on va faire ça. Boum, le produit est donné. Zéro validation de marché, zéro validation d'opportunité, zéro validation des personas, mais rien du tout. Vraiment, on a juste été all-in dans le produit, on l'a développé. Donc, première erreur, c'est qu'on n'a pas fait ces validations-là, on a fait notre check-up-là. Deuxième erreur, on s'est rapidement associé à un expert externe qui, lui, voyait l'opportunité, donc clairement qui a embarqué, puis il y avait de la valeur, puis on avait de la valeur, puis c'est correct, mais on n'a pas validé la relation, la vision, on n'a rien validé de ça. Je me remets sur les différents chapitres du livre du guide de startup dans Apollo 13. Puis, troisième erreur aussi, en fond, c'est qu'on voulait on était des funky bad boys guys, genre qui faisaient de quoi de cool. Fait qu'on s'est dit, on va faire une plateforme qui va être funky, fait que ça s'appelle ScienceQuid, c'était une pieuvre, c'était full cartoonish, on s'était fait des belles illustrations, elle était mauve la pieuvre. Genre, vraiment mauvais positionnement dans un monde légal de signature de dire que t'es funky puis que t'as une pieuvre. Mais c'est pas grave, nous, on l'aimait notre pieuvre et on trouvait ça funky. Fait on a lancé cette plateforme-là, puis comme tous les lancements où tu sais pas ce que tu fais, le jour où on a lancé, on a lancé. Puis, il n'y avait rien. Dans le sens, le site était en ligne, mais le monde ne se garochait pas sur la plateforme. Donc, on a fait, OK, comment on fait pour driver du monde? Puis on était chanceux à cette époque-là. Il y avait un super cool guy qui se louait un petit bureau chez nous qui était temporaire, un king de SEO, Charles, qui a comme fait, hey les boys, voulez-vous que je vous donne un coup de main là-dessus? Fait, ouais man, vas-y, tu peux faire ça, là, check, on va te déduire ton loyer de bureau, puis genre, mets du temps là-dessus, on regarde ce que ça donne, tu sais. Fait que, il a pas mis beaucoup de temps, puis le peu de temps qu'il a mis, genre, en tout ce qui est SEO et optimisation, ça a kick-ass. En fait, on a commencé à avoir des gens qui sign up. On était juste surpris que du monde nous écrive, qui sign up, mettent leur carte de crédit, etc. On s'est dit, fuck, ça marche. Donc, en fond, clairement, en tout cas, ce que lui, il fait, ça marche. Par rapport à ce que j'ai pas dit, c'est qu'on avait essayé, on avait mandaté des boîtes de com, on avait fait plein de petits trucs on the side. Je savais pas ça. Puis ça avait comme rien donné, tu sais. On avait même fait des études de UX d'utilisateur. On s'est dit, c'est peut-être l'utilisateur qui comprend pas comment ça marche, etc. Toute de la merde, toutes des choses qu'on a payées dans le vide. Bref, ça faisait pas de sens. On s'est dit juste, on est des hackers, genre, on va figure out qu'est-ce qui se passe. Fait on a vu que le marketing marche, fait que le trigger a été double, en fait. Donc, dans Snipcart, il y a eu de la triche, en fait. Il y a eu de la triche, c'est que quand on a launché, on a gagné Awards. On a gagné un prix Awards pour le website. C'est quoi Awards? Awards, c'est le site qui donne des prix mondiaux au niveau design.
C'est Awards avec 3W, là. Qu'est-ce que Unexpected ça un fait? peu. Qu'est-ce que ça fait Ça, gagner un prix ça a Awards? fait 28 000 visites uniques en genre Ouais, 2 semaines. Puis je me pour ton rappelle parce que nom. toi, quand t'es rentré, tu me disais, j'aurais toujours le shadow du 28 000 visites, tu sais, en Dans arrière de Google toi, là. Analytics. Ouais. C'est ça. Dans Google Analytics, t'avais genre le méga pic de 28 000 personnes en 2 semaines. Puis après ça, ça a comme redroppé. Fait qu'on a Ouais. gagné un prix. On a fait, ah, cool, notre ego, il a été flatté. Mais vu que c'était zéro stratégique, ce qui s'est passé, c'est que qui check awards, c'est des agences de dev, des agences de web. Fait qu'en fait, on a fait de l'acquisition de clientèle vraiment hyper qualifiée, hyper efficace. Fait que là, on avait plein de monde qui utilisait Snipcart. Donc là, on s'est comme dit, ah, il y a un signal positif, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Par contre, ben justement, après ce boom-là, c'est redescendu, puis ça s'est aplati un peu. Fait que là, on s'est dit, hey, comment on va faire pour remousser ça? On se rappelait qu'il y avait le move qu'on a fait avec SignSquid qui marchait. Donc, Trigger, OK, ben, faut qu'on fasse de quoi parce qu'on sait que le monde, quand il trouve la plateforme, il l'utilise. Comment on fait maintenant pour en trouver du monde? Fait que ça, c'est le premier trigger. Deuxième trigger, c'est que, ben, il y a un junior gars de marketing qui nous a envoyé un email. Les gars, vous me connaissez pas, mais je botte des culs, puis ça serait cool qu'on se rencontre parce que ce que Spectrum fait, c'est vraiment kick-ass, puis je pense que vous avez besoin de moi. Puis ça a comme juste fait timing parfait, match parfait. Je me rappelle, on s'était comme posé dans le salon en haut, on a chillé ça, on a discuté. Mm. On s'est comme dit, all right, man, on fait ça, let's go. Genre, tu sais, c'est quoi le risque? Le risque, c'est qu'on embauche un stagiaire pendant 3 mois, puis ça donne rien. Au pire, ça sera le risque financier qu'on aura pris. Plus, ben, il y avait Charles aussi qui était là pour épauler un peu le tout. Bref, là, dans le fond, c'est comme le trigger, on s'est dit, on investit en marketing, puis on a développé, c'est comme ça que l'espèce de framework particulier de SEO, de contenu qu'on a, ben, il est né de ça, de ces expérimentations que toi, tu as principalement fait sur la plateforme pendant 1 an pour te rendre Ouais, compte que. ça a été un mix de chance puis d'essais-erreurs beaucoup au départ. Charles McLaughlin Piché, qui t'avait aidé au SEO avec SignSquid, il avait fait du mentorat avec moi au départ, fait que ça m'aidait un petit peu sur le SEO, ça m'intéressait. Mais tu sais, à l'époque, là on est 2014, mon stage, je pense, ouais, 2014, puis à l'époque, il y avait déjà un paquet de canaux différents pour commercialiser un SaaS. SaaS, Software as a Service, une application web que tu payes souvent fréquemment, mettons, une licence mensuelle ou des frais mensuels, puis tu peux l'utiliser. Fait que moi, j'étais comme un peu overwhelmed, tu sais, puis je me rappelle, on essayait de faire... on lançait beaucoup de spaghettis sur le mur, mettons, là, du influencer marketing, de la publicité payante, des réseaux de publicité payants privés, à peine de SEO, du blogging, On social a tout media, un essayé, paquet là. d'affaires. On a Ouais, tout puis pas essayé, là. grand-chose qui marchait, c'est ça. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte justement que le SEO, un blog post très technique pour dev, amenait du trafic organique, puis on s'est mis à plus genre peaufiner ce canal-là. Mais au niveau de... Ça ressemblait à quoi la réalité de Charles? Parce que Charles, c'était un de ses développeurs au profil Donc, un entrepreneurial autre web. Charles que c'est pas McLaughlin. Oui, Exact. bon Ouais. point, oui. Charles Ouellette, qui Exact. était initialement employé chez Spectrum, l'agence. Ça ressemblait à quoi sa réalité dans ces premières années-là? Parce que, tu sais, ça sonne beau sur papier de dire genre, yo, tu peux travailler sur ton projet business et aussi sur des mandats clients. Snipcart, c'en est une qui a vraiment fonctionné. Fait qu'au départ, ça ressemblait à quoi pour le staff de Spectrum qui se lançait plus en start-up avec vous autres? Fait que c'est une bonne question. Ben, effectivement, ça semble rose. Puis, tu sais, gros shout-out à Charles puis à Félicia qui l'a enduré pendant cette période-là. Donc, ça blonde. Dans le fond, le setup de Spectrum, dans le fond, c'était les startups qu'on veut lancer. Tu veux être partner dedans comme employé. Il faut que tu couvres au minimum ton salaire avec ce que tu factures pour des clients. C'est ça Right. la forme d'investissement. Fait que tu couvres ton salaire, puis après ça, on arrive à mettre du temps là-dessus. Par contre, quand on arrive à faire des préventes, comme on avait réussi à faire, mettons, dans Snipcart, ce qui en fait a été tout le cas dans tous les autres projets qu'on a voulu faire, ben là, en fait, on prend ce budget-là, puis tu deviens comme si c'est ton client. Fait que tu gères, en tant qu'employé, dans le fond, tu travailles sur ta compagnie comme si tu travaillais pour un client, à la différence que c'est pas le même taux, c'est un taux cost qu'on facture. Et puis, si tu veux des parts, ben c'est à quel point tu es prêt à donner plus là-dedans. Fait que Exact. si tu veux pas prendre de risques, tu veux juste, écoute, moi, je veux faire mes 32 heures semaine chez Spectrum, je veux avoir des parts, ben, tu auras beaucoup moins de parts que si tu dis, check, moi, je vais faire ça, mais je vais faire en plus de ça un paquet d'heures, je vais m'impliquer dans plein de trucs, je vais faire ça. C'est ce que Charles a fait. Charles, honnêtement, là, genre,
j'exagère même pas que je pense pendant les 2 ans, il travaillait minimum du 60-80 heures par semaine, week-end, soir et jour, tout le temps, parce que lui, il continuait à shipper du Spectrum, de la clientèle Spectrum, puis il faisait ça en plus. Puis, tu sais, comme toute vie de business, puis ça fait partie, quand on accompagne des startups, on mentionne, tu sais, surtout dans les modèles SaaS, c'est qu'à un moment donné, tu as des signaux hyper positifs que ça va bien, mais tes revenus sont pas au rendez-vous, tu sais, parce que ça prend une certaine masse critique. Fait que là, à un moment donné, il faut double down sur l'investissement, il faut que tu mettes beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de cash, alors qu'en fait, les revenus ne sont pas encore là. Puis ce gap-là, dans le fond, la seule façon de le bootstrap, c'est que tu mets de l'effort vraiment, vraiment gigantesque, puis que tu essayes d'être le plus proche possible de ça. Puis c'est ce que Charles, en fait, il a vraiment fait dans Snipcart. Si c'était pas de Charles, mettons, dans les temps qu'il mettait en dehors, tu sais, par rapport au support pour une business qui générait, je sais pas, mais peut-être 3 000 par mois ou 4 000 par mois, s'il mettait pas cette énergie-là, on serait jamais rendu où Snipcart est. Donc, la réalité, en fait, elle est custom par rapport au lifestyle de chaque employé qui veut devenir dans la business. Dans le cas de Snipcart, Charles a été full-in à 100%. Mais tu sais, on a eu d'autres projets que c'était pas du tout ça le cas, tu sais, où la personne nous dit, écoute, moi, j'ai dit mon temps, je mets un petit peu de temps par là, je réponds les week-ends sur le support, ben, les proportions puis les ratios sont différents. Mais peu importe les circonstances, le salaire n'est pas en enjeu. Il y a pas, tu sais, on ne demande C'est pas ça. aux gens de prendre un risque au niveau financier pour être partner dans la business. Fait que la petite nugget de sagesse startup qu'on pourrait dropper ici, c'est pas vrai que t'as juste deux modèles opposés, genre des polarisés. C'est pas juste tu lèves une shit tonne de financement par des venture capitalists, des capitaux de risque, ou tu manges des ramen, tu startes ta business dans ton garage. C'est plus ça, le landscape des startups. Il y a un paquet d'agences ou de compagnies dans lesquelles il y a des mécanismes d'intrapreneuriat qui permettent de padder un petit peu du risque contre, évidemment, une partie peut-être d'équité ou quelque chose, mais qui t'entourent, qui te mettent dans un milieu où tu peux lancer une business sans nécessairement être dans ces deux opposés polarisés-là. Fait que moi, ce que je Frank, trouve... Ouais, vas-y. aussi, tu peux le faire à plus petite échelle par rapport à un freelance. Tu es freelancer, dans le fond, puis là, je vais donner des exemples concrets, là, mais tu es dev, tu es freelance. Ce qui se passe, c'est que si tu dis, mettons, moi, j'ai envie de partir un produit un jour, ben, je vais juste facturer 3 jours semaine, puis je me donne 2 jours semaine ou plus week-end où je fais mon produit. Puis quand je dis que je dois donner des vrais exemples, moi, je connais du monde qui se sont dit, hey, je veux faire ça, ou il y a du monde qui dit, hey, c'est vraiment nice ce que vous faites dans Spec, mettons, de donner du temps à ces produits-là. Par contre, c'est que tu renonces à des revenus. Tu sais, t'es freelance, ce que tu veux facturer, c'est ton temps. Tu sais, tu charges chaque heure de ton temps que tu factures. Ben, à un moment donné, tu as un mandat qui dit, ah, moi, j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin de toi de 40 heures semaine. Ben, c'est l'énergie, le courage, puis d'être assez dédié pour dire, tu sais quoi, non, moi, je vais renoncer à ce mandat-là qui va peut-être me payer un 300 000 à la fin de l'année, mais je vais travailler 3 jours semaine. Puis ça, on l'a vu à maintes et maintes reprises de freelance, de dev qui disaient, hey, moi, je quitte ma job parce que je veux me focusser sur mon produit. Mon produit n'arrive pas à faire assez d'argent. Fait que je prends des mandats de consultation. Je commence à faire de la consulte juste pour financer mon produit, mais finalement, c'est tellement payant la consultation que finalement, j'arrête mon produit. Puis ça tire en ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Puis là, on tombe. Ce que Georges est en train d'exprimer, c'est aussi une fonction un peu du time preference, right? Ouais. C'est plus. L'objet est comme plus brillant puis plus proche de toi quand c'est du cash rapide qui rentre à semaine ou aux 2 semaines par un client. Ça semble vraiment plus brillant dans ton esprit que, je sais pas, le retour, la vente, les dividendes que tu pourrais faire avec une compagnie qui start et que ça va prendre 5, 10, 15 ans avant que tu touches à cette espèce d'autres objets brillants-là. Fait qu'ils brillent, mais vraiment, vraiment plus loin. Puis ça, pour vrai, moi, j'ai toujours dit un gros shout-out à Georges puis Vince puis les gens qui ont lancé Spectrum parce que vous aviez cette espèce de vision entrepreneuriale-là au-delà de la business actuelle qui roulait. Right? Si vous aviez été vraiment là, avec des œillères de genre, hey, on maximise le cash qu'on fait avec Spectrum, on maximise nos marges là-dessus, t'aurais craqué un petit peu les heures, craqué un petit peu le prix par heure, t'aurais fait de la vente, upsell de clients, mais comme tu as dit, vous avez fait le sacrifice, vous avez pris le risque de dire, OK, une portion du revenu qu'on pourrait faire avec tous ces bons devs-là, justement, qu'on peut charger leurs heures, on dit non à ça, puis on l'investit dans les produits qui, le taux de risque était encore plus élevé, puis peut-être que dans 5, 10, 15, 20 ans, ça va plus payer. High risk, high gains, mais ouais, exact. Ouais. Mais vous étiez, encore une fois, dans un modèle que vous aviez cette espèce de
je veux pas dire une cash cow parce que c'est comme dénigrant, mais vous aviez un stream de revenus vraiment Ouais. solide puis cool avec Spectrum qui vous permettait de reprendre ces autres bêtes-là. Fait que c'est vraiment, c'est des compounding effects que je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ça. Je check le temps passé, Giorgio, puis je me dis, on va passer au prochain chapitre. Grosso modo, là, ce qu'on a dit, c'est vraiment toute vie à l'intérieur de Spectrum. Tout est Right? dans Spectrum, ouais. C'est très interne, c'est très... Oui, des fois, il y a des gens qui s'associent à l'externe, mais toute vie beaucoup à l'intérieur. Éventuellement, la trajectoire d'Apollo 13 est comme aller plus dans le monde extérieur. Puis, il y a eu un paquet d'autres startups qui sont rentrées. Fait que moi, je lance des noms comme ça, là, mais Ghost Mission, Expertise, ça, c'est des joueurs au départ que ça a changé la dynamique un peu de l'implication de Spectrum dans startup. Puis ça a commencé à shaper ce qu'Apollo 13 pourrait devenir. Tu nous dropper une couple de lignes sur Ghost Mission puis Expertise? Fait que, comme tu as dit, dans le fond, jusqu'à cette période-là, donc les 4, 5, 6 premières années, là, Apollo 13, c'était un onglet sur le website de Spectrum qui s'appelait Startup. Puis ça disait, Exact. genre, ah ben voilà, on fait des startups, voilà nos produits qu'on développe. Ce qui s'est passé, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens de l'externe, fait que Ghost Mission, dans le fond, Luc, Jaco, ou pour Expertise, François et Valérie qui débarquent, qui font comme, hey, c'est cool, vous faites des startups, mais genre, nous, on a une idée, on n'est pas des employés, mais on aurait besoin d'aide, dans le fond, parce que vous êtes dans les startups, on en a une, on a besoin de votre aide. Fait que Techno, pour nous, souvent. c'est que de la tech. C'est que de la tech, c'est des plateformes web, c'est que ça, tu sais, c'est ça notre ADN. Fait que là, on se retrouve dans une position où tu fais comme, attends un peu, là, je suis pas approché comme prestataire, tu sais, comme consultant, comme boîte de dev, mais je suis approché plus pour l'espèce de vibe et d'aura qu'on a sur nos propres produits. Tu sais, Snipcart fait du bruit un peu, il y avait SignSquid qui avait fait du bruit, donc là, les gens, ils t'approchent pour ça, tu fais comme, ah, alright, ouais, fine, ouais, on peut faire ça, mais là, 100% improvisation, 100% genre, on n'a aucune idée dans quoi on embarque. En fait, OK, fine, on le fait. Donc, l'idée à la base, c'était, ben, regarde, on va pouvoir le développer comme on le fait avec nos employés. On va faire la même chose. Dans le fond, tu sais, on peut le développer, puis on se prend des shares, qu'on se discute ensemble par rapport à la valeur du travail que tu veux qu'on mette, etc. Puis là, la valeur est purement tech. Est purement tech. Donc, on va développer la plateforme. Puis, ce qui fait vraiment du sens, parce que souvent, en fait, tu te mets dans les shoes d'un entrepreneur non-tech. Tu vas lever des fonds pour quoi, en fait? Tu vas lever des fonds pour embaucher des Embaucher des devs, pour devs, monter, puis monter ta tech. Fait que si tu arrives que ton partner il est opérationnel, puis qu'il croit à ton projet, puis tu fais comme, ben écoute, tu vas te donner des shares, puis tu vas développer la plateforme pour moi, ben c'est bien plus efficace parce qu'en plus, tu as du skin in the game, ton partner, c'est pas juste tu le payes pour qu'il fasse ça. Fait que dans le fond, on s'est mis à attirer justement ces entrepreneurs qui sont non-tech, qui sont soit des hustlers dans un domaine, a.k.a. Ghost Mission, soit des experts dans un forme de domaine, donc des chercheurs, a.k.a. Expertise, où il faut comme, écoute, on a une idée, on a la tech, mais on aimerait ça vraiment genre aller en production avec une plateforme web ou une application mobile. Donc, on fait, OK, cool, on va commencer à faire ça. Fait on a commencé à faire ça avec Ghost Mission, Expertise, puis de plus en plus, il y avait du monde qui venait nous voir. Donc, il y a eu Penny Panda aussi à travers. Donc, tu sais, on a commencé à faire ça avec du monde. C'est des résultats mitigés, différents, certains bons, certains moins bons. Au niveau de l'orientation de la business, on n'avait clairement pas ni l'expérience ni le parcours pour faire comme on va aller chercher des fonds, on va débloquer cette porte-là. Fait que chacune de ces business-là, au début, elle a fait son chemin d'entrepreneur, soit dit en passant, tu sais, dans ces formes d'investissement que Spectrum faisait, on n'était jamais majoritaire, puis c'est jamais la volonté non plus, parce que le projet appartenait à ces entrepreneurs-là. Donc, on était loin de ça. Fait que les parcours de ces entreprises-là, dans le fond, se sont comme dessinés par rapport aux entrepreneurs. Puis les gars de Ghost Mission, ils ont fait un méga move de malade. Littéralement, ils ont déménagé dans le sous-sol de nos bureaux. Mais vraiment, littéralement, on était dans un bureau où il y avait un garage en dessous. Ils l'ont aménagé, ils sont installés là. Puis là, on a vu vraiment une nouvelle vibe. Ghost Mission, Georges? C'est quoi Ghost Ghost Mission, Mission? C'est quoi Expertise? Juste pour donner une idée, pourquoi? Ouais. C'était où la value added de Spectrum, justement? Fait que Ghost Mission, dans le fond, c'est une plateforme qui te permet de trouver les meilleurs entrepreneurs pour tes projets de rénovation. En gros, là. Très Donc, bien tu dit. soumets ton projet, puis ça te trouve du monde. La raison pour laquelle c'est de la tech, c'est il y a beaucoup d'optimisation qui se fait à tes choix d'entrepreneurs, etc. Puis c'est là que ça marche pas, parce que si tu fais tout ça à la main, ça fonctionne pas. Plus toute la partie acquisition aussi de la clientèle, donc purement marketing. Donc, Jaco, Luc, les founders, des hustlers, c'est vraiment pas de gars de tech, pas de gars de marketing, juste des gars qui get shit done. C'est ça leur job. Tu leur donnes un problème, ils vont te le résoudre. C'est ce qu'ils savent faire.
De l'autre côté, Expertise, dans le fond, à la base, parce que la business a évolué beaucoup, à la base, donc en fait, ils ont développé un device qui te permet de compter le nombre de crevettes que tu as dans l'eau. Donc, dans une industrie d'aquaculture, jusqu'à l'arrivée d'Expertise, les gens comptaient les crevettes à la main. Donc, tu avais du monde qui se mettait en file puis qui prenait un seau d'eau puis ils comptaient le nombre de crevettes. Eux, ils ont développé un device qui, tu remplissais le seau, tu appuyais sur le bouton, puis ça disait le nombre de crevettes. Donc, à la base, c'était une vision de commercialiser cette plateforme-là, dans le fond, pour le marché de l'aquaculture. Ça a évolué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, ils font entre autres du financement pour l'achat de crevettes pour les aquaculteurs, etc. Donc, ça vient de Cody et de Valérie qui ont fait des études, je pense que c'est une maîtrise, à moins que je me trompe, qui avait développé un peu ce device-là basé sur la vision pour le comptage des produits. Donc, vraiment des experts techniques, mais qui n'avaient pas de connaissances technologiques pour développer la plateforme et pas de connaissances marketing pour le faire. Donc, c'est comme ça que le projet fait. Donc, eux, ils sont venus nous voir pour la partie vraiment pure, développez-nous la plateforme, en gros. L'application web, entre autres. Exactement, dans ces deux cas-là. Ouais. Et puis, ce que je dis dans le fond, c'est que ça, la vibe de Ghost Mission, de venir s'installer dans le sous-sol de où on était, ça a créé vraiment un nouveau truc. Ce que ça a créé, c'est que on avait vraiment une vraie relation de partnership très proche. Parce que quand eux avaient une question, ils sortaient de l'immeuble du garage, ils montaient les marches, puis arrivaient chez nous, ils disaient Hey, il y a telle affaire, on peut-tu faire de quoi? Oui, oui, on peut le faire. Fait on réglait des problèmes autour d'un café, on réglait un problème juste par un shout-out de la fenêtre. Alors que, par exemple, quand il fallait qu'on se voit, qui n'était pas en dessous, ben, on prenait un rendez-vous, on a tous des agendas assez chargés. Fait que ce qui se passait, c'est que, ben, on va se voir dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Donc, en fait, le cycle de feedback était beaucoup, beaucoup plus long. Là, on avait vraiment une vibe où le feedback était vraiment rapide. On voyait que c'était efficace. On voyait que, il y avait une vibe qui naissait de ça. Puis ça, dans le fond, ça a commencé à faire du bruit. Donc, on avait de plus en plus de monde qui venait nous voir avec ces projets-là. Donc là, on faisait ces projets-là, des fois on en faisait, des fois on n'en faisait pas, on continuait à faire nos projets à l'interne, etc. Puis, à un moment donné, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de faire beaucoup de in-person, on voyait que ça avait beaucoup, 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 beaucoup de valeur. Puis, on accumulait aussi de l'expérience par rapport à ces différents choix-là. Donc, Ghost Mission, ben, ils ont bootstrappé. Expertise, ils ont été lever des fonds. Donc, on a vécu aussi cette expérience-là de lever de fonds avec une business, de voir tout ça. Donc, ça nous a vraiment enrichi, mettons, en termes d'entrepreneurs sur ces différents parcours. Mais on restait vraiment très proche de la tech, expert en tech, puis moins la dimension business pure, en fait. Exact. Puis, ce qui est cool, c'est que, ben, en fait, c'est lancé-là, c'est percé-là dans l'accompagnement puis le partenariat avec des startups externes à Spectrum. Ça a amené un beau problème, mettons, qui est la perception extérieure de Spectrum est devenue beaucoup plus riche. Alors que c'était vraiment, hey, c'est les kings en agile, c'est les kings en programmation, ils vont te développer tout ce que tu as besoin. C'est comme devenu, hey, Spectrum, ils font des startups, ils en font eux autres, ils aident d'autres mondes à en faire. Puis, dépendamment de ça a été quoi ton point d'entrée dans l'espèce de brand de Spectrum, des fois, ta vision n'était pas la même. Fait qu'il y en a qui pensaient vraiment que c'était juste des hardcore programmeurs qui font du service. Puis il y en a d'autres qui pensaient carrément que Spectrum faisait juste de l'incubation puis du lancement de start-up. Clairement, ouais. Ça a été un beau problème, je pense, parce que c'était comme deux avenues de valeur que Spectrum deliver. Fait que ça a amené à quoi un peu ce problème-là? Comment on a commencé à vouloir le régler, tu dirais? Ben, dans le fond, comme tu dis, ça amène de la richesse à la marque, mettons, au rayonnement. Mais la réalité, c'est que ça avait un gros danger par rapport à ce que tu as dit tantôt, la vache à lait. Là, dans le sens que, faut pas oublier, là, dans tout ça, là, le moteur de revenus, là, ce qui génère du cash, c'est Spectrum. Spectrum facture ses heures, facture à tous les mois, rend du cash. La différence, c'est que cet argent-là, au lieu de se sortir en dividende, on le réinvestissait sur nos projets internes ou nos projets externes. En gros, ça, c'est le modèle financier qu'on avait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à rayonner. On a commencé à avoir des couvertures, genre, de médias traditionnels, où il y a eu un article, entre autres, genre, d'une demi-page avec une photo de nous en train de parler de start-up, c'est des incubateurs et tout. Puis là, en fait, ça a backlash, puis je me sens entre guillemets, on a eu des appels de clients de Spectrum, donc pure corpo, qui disaient Hey, j'ai vu ton article, c'est vraiment cool, mais allez-vous continuer à faire du dev pour des clients, ou est-ce que vous êtes en train de complètement changer, puis vous allez devenir un incubateur, ce que vous faites, c'est que des startups. Je me trouve un autre fournisseur, genre. Ou il faut que je me trouve un autre fournisseur. Fait que là, c'est comme, hey, non, on continue à faire du dev, je veux dire, c'est ça qui paye le loyer, c'est ça qui paye pas mal tout. Fait que
dans le fond, l'idée, c'est non, on continue à faire du web. Fait que là, on s'est rendu compte qu'il commençait à avoir de l'ombre un peu à partir de Apollo 13, que c'est pas encore Apollo 13, c'est encore Spectrum Startups qui faisait de Hmm. l'ombre sur Spectrum. Fait qu'on s'est dit, OK, il faut vraiment séparer ces deux-là. De toute façon, public cible différent, approche différente, modèle de revenu différent, complètement différent. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ça. Puis là, il y a eu toute une réflexion, peut-être overthinké un peu, là, en fait, très Ouais. overthinké, de se dire, OK, comment on sépare ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on appelle ça, etc. Et à l'époque, en fait, on avait fait un gros événement, on avait lancé l'écosystème SPK. La décision était, si on crée un nouveau truc complètement, genre, avec un autre nom, les gens ne feront pas l'association de ça avec Spectrum. On veut quand même que les gens fassent l'association avec Spectrum parce que c'est un plus gros brand. Fait qu'on va donner un nom qui reste proche, qui va créer un peu de confusion volontaire, donc SPK. Donc, on va créer l'écosystème SPK dans lequel il y aura un programme d'incubation qu'on a nommé Apollo 13 à ce moment-là, dans Hmm. lequel aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais nous, à travers ce parcours-là, on a acheté un immeuble à Québec dans lequel on a converti un espace qui s'appelle le Bunker, justement pour recréer cette proximité que j'ai mentionnée avec Go Soumission, mais dans nos nouveaux bureaux. Donc, on a dit, le lieu pour l'écosystème, c'est le Bunker. Et on Mhm. faisait plein de trucs, et on fait encore, Spectrum fait plein de trucs avec des écoles, que ce soit au niveau Ouais. entrepreneurial ou au niveau tech. Fait qu'on s'est dit, on va encapsuler ça dans éducation, qui est tout ce qui est au niveau éducatif. Donc, on s'est dit, Il y on avait va créer cette. une Exact. ombrelle de SPK qui avait différents bras, différentes branches. T'en avais une, c'était l'éducation. T'en avais une, c'était Apollo 13 et startups. Puis t'en avais une, que c'était plus Le le lieu lieu. commun, le coworking, c'était le physique de ça un peu. Exact. Puis, la boîte de service Spectrum, évidemment. Fait qu'on se dit, hey, on Yes. va faire ça. Ça va être insane, ça va être complètement malade. On va hoster des events, on va faire, on va tout faire ça. Puis, on a pris les valeurs de Spectrum, puis on les a mis dans cet écosystème-là. On s'est dit, dans le fond, tout ce qui fait le rayonnement de Spectrum, c'est la base, c'est ces valeurs-là, dans le fond. Donc, les quatre valeurs qu'on va pouvoir s'en parler un peu plus tard. Puis, on va créer cet écosystème-là global. Super belle expérience, vraiment cool. On a créé ça. La confusion qu'on voulait créer, elle était là. Les gens arrivaient à faire le lien. Il fallait tout le temps l'expliquer, mais à un moment donné, ils commençaient à comprendre. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment là où il y avait du sexiness, là où il y avait vraiment beaucoup de demandes, là où on était vraiment le plus passionné. Ça a pris 2 ans, là, mais on s'est rendu compte que c'était dans Apollo 13, dans le fond. Ça reste que c'est ça l'ADN de base. Je veux dire, ça vient de Spec, puis l'ADN est là. Mais ça a pris 2 ans de parcours, hyper enrichissant, hyper intéressant, avec aucun zéro regret, mais vraiment plus, c'est une démarche. C'est comme on fait avec les entrepreneurs, où on teste des hypothèses, mais on a testé cette hypothèse-là. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au niveau com, au niveau marketing, qui encore, c'est pas nécessairement le core de quand on avait commencé tout ça, demander beaucoup, 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 parce que là, on a 5 brands à commercialiser différemment, à mettre de l'avant, à parler. Donc, ça faisait aucun sens pour le manpower que nous, on voulait mettre en mode bootstrap, etc. Donc, en fait, on a fait ce parcours-là pour finalement recentrer sur Apollo 13 en disant, tu sais quoi, c'est cool, fine, on a tout ça, mais la réalité, c'est que c'est Apollo 13 et c'est Spectrum, c'est les deux marques qui devraient exister, c'est tout. Le reste, ils sont là, mais pas qu'on s'en fout un peu, mais ils n'ont pas besoin de rayonner autant, ils n'ont pas besoin d'autant d'efforts. Donc, on focus beaucoup, beaucoup là-dessus. Apollo 13 aujourd'hui, c'est vraiment une toute différente bête aussi. Là, je veux dire, il y a 50 experts qui l'autour, il y a des accompagnateurs qui sont dédiés là-dedans, il y a du monde à temps plein et tout. Là. Parle-moi un peu de, justement, quand on a fait ce call-là, vraiment, de séparer les deux marques, c'est pas juste identitaire, la séparation, ça a été aussi très fonctionnel. Exact. Il y a une structuration complètement différente. C'est quoi la genèse de, hey, comment on va structurer ça à Apollo 13? Parle un peu de Mm. ça, parce que je trouve ça vraiment legit comment finalement ça turn out. Là. Mm. Fait, fait que là, on parle de ça il y a à peu près 6 ans. Ouais, c'est à peu près 6 ans. Puis, évidemment, il n'y a pas d'Apollo 13, c'est Spectrum Startup. Fait que les gens, c'est Spectrum, toujours Spectrum. Puis là, on a voulu séparer les deux. Fait qu'on a créé cette identité différente Apollo. Puis, on a roulé là-dessus un bon moment. Un bon moment, mettons 1 an. Mais on entendait un écho tout le temps qui revenait. Ouais, mais tu sais, ouais, vous parlez de vos valeurs, vous parlez de l'incubation, tout ça, mais ça reste, c'est Spectrum, tu sais, c'est Spectrum et tout. Puis, ce qui est vrai, je veux dire, il n'y a personne qui se cache que ça vient de Spectrum, donc que les liens informels et formels, ils restent très, très, très attachés. Mais la vision par rapport à Apollo 13 était de vraiment, vraiment distinguer ça à part, puis que Spectrum soit distinct à part. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est quoi le meilleur moyen de montrer une forme de gouvernance
séparé, tu sais, que ça soit vraiment pas de conflit d'intérêt, entre guillemets, ou de quoi de genre, là. Puis ce qu'on s'est dit, dans le fond, c'est qu'on va créer une non-profit. Mais on s'est dit, c'est quoi l'objectif d'Apollo 13? L'objectif d'Apollo 13, c'est d'aider des entrepreneurs à bâtir des entreprises indestructibles. C'est quoi des entreprises indestructibles? C'est des entreprises avec une vision durable et pérenne dans le temps, donc économiquement profitable. Donc, tu sais, on n'est pas dans juste lever des fonds pour de la valo, c'est vraiment focusé sur générer du cash, générer du profit de manière hyper humaine et empathique, donc la deuxième valeur, de faire ça de manière organique et lente, troisième valeur, et de manière transparente aussi. Donc, l'idée de base, c'est vraiment de faire ça. Fait que pour le séparer de Spectrum pour éviter ce conflit d'intérêts, on a créé une OSBL et on a formé un conseil d'administration où Spectrum est minoritaire autour de la table. Donc, on a Ouais. vraiment cédé ce pouvoir décisionnel sur la vision en se disant, ben, si les gens se tournent autour d'Apollo 13, il faut que ça soit drivé par une vision qui n'est pas seulement celle qui est commercialement et bénéfique pour Spectrum au niveau commercial. Puis là, on a vraiment fait une OSBL, on a choisi un conseil, on a demandé un conseil d'administration complètement externe. Puis c'est aujourd'hui la structure que Apollo 13 a, en fait. Puis aujourd'hui, là, juste pour faire un mini fast-forward pour que le monde catch un petit peu les résultats de ça, il y a un paquet de startups ou de gens qui approchent Apollo 13, l'OSBL, qui n'ont aucune idée c'est quoi Spectrum. Right? Exact. Que c'est comme, ils découvrent ça, bon, ils vont peut-être écouter ce podcast-là, ils vont parler avec toi, mettons, ou avec moi, mettons, quand on fait du mentorat, puis on va dire, oui, la genèse, c'est ça, tu sais, ça a vu le jour au sein de Spectrum, non, mais c'est devenu une brand en soi. Puis moi, je suis vraiment, vraiment fier de ce qu'on a fait avec ça parce qu'on a pris le bet, tu sais. On a dit, OK, non, on fait une brand, on sépare ça, ça devient un OSBL, c'est un truc à part entière différent. On crée du contenu pour ça, il y a une image de marque pour ça, il y a des événements qu'on fait pour ça. On a engagé du staff temps pour plein ça, là-dessus. du bon temps, tu sais. Puis là, aujourd'hui, ça paye. Il y a des startups qui continuent de rentrer, de nous trouver. Des fois, on est comme funnel d'attribution, what the fuck, je sais même pas comment ils nous ont trouvé. Fait que, man, tu sais, je suis trop content, moi, qu'on ait réussi à faire ça. Puis je pense que c'était juste comme une maturation de toute cette aventure-là qu'il fallait qu'il arrive un moment donné, tu sais. Non, mais Puis, effectivement, puis tu as raison. Aujourd'hui, le rayonnement d'Apollo 13, il est complètement distinct. Puis, tu sais, il y a du monde qui rentre dans Apollo 13 qui entendent parler du Spectrum seulement parce que, comme tu dis, on a une discussion avec eux. Puis comme, hey, ça vient de où? Puis là, tu ouais. l'expliques parce que, tu sais, on n'a pas un historique d'un incubateur qui est né d'un fonds d'investissement. Tu sais, ce qui est typique. Mettons, tu dis, ah, ben, l'incubateur, c'est normal, il y a un fonds d'investissement en arrière. Ou, ah, ben, c'est un incubateur parce qu'en fait, il y avait des fonds publics qui ont été dédiés là-dessus. Fait que l'incubateur a été créé. On a un incubateur qui est créé par une compagnie privée avec aucun autre intérêt et qui est ensuite devenu un OSBL à promotion de la valeur du modèle entrepreneurial que nous, on pense qui est celui qui casse. Tu sais, fait que, clairement que c'est très étrange. Par contre, ce qui est cool, c'est que justement, ça nous amène aussi vers cette approche qui est purement empirique et pragmatique. Tu sais. Les gens qui mentorent dans Apollo 13, c'est tous des entrepreneurs. Tu sais. On n'a pas de conseillers en entrepreneuriat. Là. Tu sais, c'est que du monde qui a fait du parcours. Tu sais, c'est toi, c'est moi, c'est Oli, c'est Luc, tu sais, c'est François, justement, tu sais, c'est Philippe. Claudia, Exact. C'est tout du monde qui ont hands-on. Tu sais. Fait que quand un entrepreneur parle à un accompagnateur, ben, c'est de la vraie shit, entre guillemets. Là. Tu sais, c'est pas va faire un plan d'affaires puis revient me voir avec tes projections qui, de toute façon, seront 100% ben, fausses. Là, tu sais. ben, dude, si tu fais un zoom out puis tu check au début du Spectrum comment tu as buildé Spectrum, c'était justement avec du monde des devs entrepreneurs. Puis, Hands-on, exact. tu sais, c'est au cœur de tout ce que tu fais, Giorgio, dans la vie. Là. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis cette fibre-là, elle chaîne un peu partout. Puis, mettons, tu zoom in sur Apollo 13, c'est la même chose. Il n'y a pas personne Clair. qui est autour du CA ou qui est dans le réseau de mentorat qui n'a pas cette fibre entrepreneuriale-là. Puis, je te dirais que 99% du monde ont eu du skin in the game à un moment donné. Se sont pété à la gueule, ils ont réglé des problèmes, ils ont parlé avec des clients. Fait que moi c'est ça que je fais. Je suis convaincu que, encore une fois, là, je prêche pour ma paroisse parce que j'aime ce programme-là, mais c'est ça qui fait que le monde stick. Tu sais. Le monde, il y a pas. Il y a une certaine structure à Apollo 13, right? On a certaines étapes, puis on pourra en parler dans d'autres podcasts. Là. Le but, c'est vraiment de faire la genèse, mais ça reste que c'est la connexion avec le monde. C'est la connexion avec. Tu catches un peu. OK, non, ça, c'est pas des piments. Là. Ils savent. Ils ont vécu certaines choses. Puis ce qui est cool, c'est que quand l'expertise manque, on peut fall back sur le réseau de mentors qu'on a buildé de tous ces entrepreneurs-là différents. Tu as du monde qui ont de l'expérience en hardware, tu as du monde qui ont de l'expérience en software. Puis là, on se rend compte justement de plus en plus qu'on
au niveau web app, au niveau SaaS, au niveau C'est là, hein. cette tech-là, tu sais, on a comme notre network, notre input est vraiment valuable. Mhm. Fait que, mais tu sais, tu as du monde qui ont de l'expérience en software dans un paquet d'industries différentes. Fait que, en tout cas, c'est pas mal là où on en est, je pense. Ouais, On a structuré tout ça. j'ajouterais juste un truc, Frank. Tu sais, dans le fond, on l'a peut-être pas mentionné, puis c'était built-in, dans le fond, dans ce qu'on disait. Mais tu sais, quand on a commencé à avoir du monde qui contactait Apollo 13 out of the blue parce qu'ils connaissaient pas Spectrum, Mhm. il y a eu moins ce filtre. Ah, c'est de la tech. Tu sais, à la base, quand tout le monde True. contactait SPK, l'écosystème SPK ou Spectrum, il passait par le filtre. Ah, c'est une boîte de tech, j'ai un projet tech, je vais aller les voir. En fait, ça a vraiment élargi le spectre des startups qui venaient nous approcher. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on en a accompagné, puis on en accompagne encore, qui ont absolument rien à voir avec la tech. Mais ce qu'on aime faire, c'est venir avec cette mentalité de SaaS, cette mentalité de tech, puis d'essayer de mettre des couches de marketing ou de commercialisation qu'on fait dans la tech, dans des industries, entre guillemets, vierges, là. Donc, des industries qui ne connaissent pas ces pratiques-là. Puis ça donne des bons résultats. Mais ça reste que l'ADN fondamental, il est tech, mais on en a qui sont à l'extérieur. Puis là, on pourra en reparler philosophiquement un peu de l'approche à venir et tout. Mais Ouais. ça a vraiment élargi l'éventail du type de startup qu'on a. Puis où on en est aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que, tu sais, il y a 24 heures dans une journée, il y a du focus Ouais. à avoir. On a expérimenté sur des spectres différents qui ont donné des bons résultats. Dans certains cas, ils ont donné moins de résultats. Mais ça reste que je pense, puis là je le dis en primeur dans une réflexion, là, mais Yes. de se dire qu'il y a peut-être un refocus sur là où il y a le plus d'impact percutant et Mhm. qui, là, où on a le plus de demandes. Donc, vraiment au niveau tout ce qui est tech, tout ce qui est SaaS, tout ce qui est plateforme web. Donc, c'est là qu'on a le plus de success stories vraiment brillants, entre autres Snipcart. Et c'est là qu'on a le plus de valeur, puis le plus d'historique, puis le plus d'ADN. Fait que c'est vraiment là qu'il faudrait probablement que dans Apollo 13, on focus big time. Puis c'est, tu sais, je gâche un punch, mais c'est sûrement l'avenir à venir dans les prochaines années. En fait, ça va être le refocus un peu après avoir élargi à l'écosystème SPK, à retomber dans Apollo 13, puis de refocuser à Apollo 13. Parce que clairement, que mettons, la quantité de demandes qu'on a, c'est hyper difficile à gérer. Surtout, comme je l'ai dit, c'est que c'est pas notre métier. T'sais. Apollo 13, c'est pas une business qui vit pour faire ça. C'est une compagnie, c'est une OSBL, mais qui est financée à titre privé. Donc, ça reste que dans le fond, il y a une certaine durée de l'énergie qu'on peut mettre là-dedans. C'est pas un fonds public. Donc, c'est vraiment vouloir focuser vraiment plus sur là où il y a le plus d'impact, le plus de valeur, sur la spécialisation, mettons. Si je peux te mettre un petit peu là, à travers nos discussions, vous allez le voir, là, mais il y a un framework qui revient vraiment souvent qui est justement quand tu sais pas exactement c'est où ta niche ou c'est où que tu amènes le plus de valeur, tu élargis, tu as un gros éventail, right? On a fait ça avec Spectrum au niveau autant client startup. On a fait ça au niveau du marketing avec Snipcart, right? Tu essaies de lancer plein de nouilles sur le mur, quelques sticks. Après ça, tu refocus. Même chose avec l'écosystème SPK. Il y a plein de valeurs qu'on peut amener. Finalement, on refocus sur Apollo 13. Puis, dans le fond, aujourd'hui, ben, Apollo 13, il y a eu l'éventail très large qui est comme un paquet de catégories d'entrepreneurs et d'entreprises différentes. Puis là, on en refocus un petit peu plus web, tech, SaaS. On va prendre une légère pause, mesdames et messieurs, et puis on vous continue ça dans 1 seconde et quart. Donc, c'est ça. On refocus SaaS. Ça ressemble à quoi, mettons, Georges, Apollo 13 aujourd'hui, juste en chiffres, genre? Ça fait combien de temps que ça roule? Il y a combien de monde qui travaille temps plein? On a vu à peu près combien de startups? Combien qu'on est sur le CA? Juste donner un petit high-level overview. Là. Fait aujourd'hui, il y a 2 personnes temps plein dans l'OSBL. Donc Luc, le DG, et puis Emmanuel, qui est par rapport au contenu et l'événementiel. Il y a 8 accompagnateurs, donc tous les entrepreneurs. Il y a à peu près une cinquantaine d'experts. Donc, faire la distinction là, entre les deux. Là. Donc, l'accompagnateur, c'est vraiment une startup est associée à un accompagnateur qui va l'avoir. C'est vraiment le go-to person, mettons, qui va être un entrepreneur assez généraliste par définition de toute façon. Et puis, les experts, c'est que, mettons que toi, tu accompagnes une business, puis à un moment donné, elle dit, ouais, j'ai vraiment un gros enjeu au niveau, je sais pas, là, comptable, fiscal, peu importe. Tu vas faire, all right, check, cette problématique-là, je te hook up avec un de nos experts. Lui va passer du temps avec toi, il va régler ta problématique et tu vas revenir. Donc,
ça, c'est l'écosystème, mettons, complet aujourd'hui autour d'Apollo. On en accompagne à peu près une centaine par année. Le programme est un peu fucked up, mais très pragmatique. Fait que le programme, en fait, il est relativement simple. Il y a 2 phases et demie, là, on va dire 2 phases ou 3 phases. Donc, la phase 1, dans le fond, c'est est-ce que tu as la bonne équipe pour un projet qui a un potentiel? Donc, market fit puis team fit. Comment ça marche, dans le fond, c'est que ça va fonctionner de manière pragmatique, donc basé sur des devoirs. Donc, en fait, il n'y a pas de cohorte, il n'y a pas de début, de fin. Puis souvent, on se fait poser la question, ouais, pourquoi il n'y en a pas? Mais ma réponse, elle est vraiment simple. Tu as des business dont le cycle de vente est plus long qu'une durée de cohorte. Tu sais, mettons, tu as une cohorte de 3 mois, ben, c'est un peu absurde. Là. Puis je prends l'exemple, mettons, Lexia, c'est une business qui travaille avec des universités dans le domaine scolaire. Ben, son cycle de vente, c'est 1 an. Il faut que tu fasses 1 an scolaire avant de. Fait que si je t'accompagne pendant 3 mois, mais que ton cycle de Exact. vente est de 1 an, c'est complètement ridicule parce que c'est pas vrai qu'il y a de l'impact là-dessus. Fait que, dans le fond, l'idée, c'est de dire il n'y a pas de durée, il n'y a pas de cohorte. On avance tant qu'on fait des devoirs, tant qu'on livre ce qu'on s'entend de se dire. Donc, en fait, au début, donc cette phase 1, c'est tu as un accompagnateur qui va discuter du projet, qui va te donner des devoirs, les challenges, appelons ça comme ça. C'est de dire, ben, OK, tu me dis qu'il y a plein de monde intéressé, fine. Bookons des meetings, puis rencontre-les, puis demande-leur une lettre d'intention. Fait que c'est un exemple hyper simple. Fait que si tu arrives à avoir des lettres d'intention, 10 lettres d'intention, ben reviens me voir, puis ça veut dire qu'il y a vraiment du vrai intérêt. Si par contre, tu me dis qu'il y a plein de monde intéressé, mais qu'il n'y a personne qui est prêt à te donner une lettre d'intention, ben, peut-être que c'est pas si hot que ça. Puis peut-être aussi, l'idée, si ça marche pas, puis tu fails ton challenge, ben, c'est pas un échec, c'est tout au contraire. Le but, c'est d'avoir le nom le plus rapide possible pour pas perdre du temps dans un projet qui ne shinera pas, ou d'avoir un oui, puis qu'on continue dans le projet. Le pire, c'est cette zone grise. Donc la phase 1, elle permet de faire ça. La phase 2, c'est une fois que tu as démontré ça, qu'on a eu des signaux du marché que c'est positif, on sait que la team est bonne, qu'elle livre ce qu'elle dit qu'elle veut faire, etc. La phase 2, c'est de faire des ventes significatives et répétitives. Fait que, tu sais, au début, c'est facile. Mettons, tu connais 2, 3 clients potentiels, comme on a fait dans Snipcart. C'est des clients que tu connais. C'est facile, mais tu ne builds pas une business parce que tu as un réseau. Tu ne builds pas une Exact. business. À un moment donné, ton réseau, aussi grand qu'il soit, il y a une certaine limite. C'est pareil pour des investisseurs aussi. Tu rentres un investisseur parce qu'il y a un réseau. Ben, peu importe ce que tu fais, à un moment donné, son réseau, il se termine. Fait faut que ta business, elle puisse avoir de l'acquisition répétitive, répétable et significative. Fait que la deuxième phase, c'est vraiment de focuser là-dessus. Donc là, plutôt que par des challenges, là, on va fonctionner plus avec des meetings récurrents, mettons, soit au mois, soit 3 semaines, soit 2 semaines, dépendamment. Et puis là, en fait, on va avancer vraiment, vraiment là-dessus pour les ventes. Donc ça, c'est la phase 2. Puis normalement, à la fin de cette phase-là, ben, tu es la bonne team, tu as eu des bons signaux, tu as un market fit, tu as réussi à faire des ventes répétitives et significatives. Normalement, tu as des revenus. Donc là, ton prochain enjeu, c'est vraiment plus la croissance. C'est comment je handle ça, comment je livre ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis 2 phases et demie, parce que la troisième phase, là, on est vraiment plus dans de l'accompagnement en forme de croissance, vraiment plus proche. On dit toujours la blague avec Luc, c'est que la phase 3, c'est les startups qui ont été abandonnées par les incubateurs. Là, parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a plein de monde, mettons, qui font des incubateurs. Ils sortent de l'incubateur, puis ils font comme, OK, now fucking what, genre. Tu sais, OK, genre, je génère, mettons, je sais pas, 200, 300, 400 000 par année, j'ai des employés, mais là, je suis comme abandonné, tu sais, je fais quoi là? Puis nous, souvent, c'est une portion sur laquelle on s'adresse parce que c'est des entrepreneurs, parce qu'on est pragmatique, parce qu'on est dans cette dynamique-là. Donc, je dirais que c'est un peu ces 3 phases-là aujourd'hui qui définissent l'accompagnement dans Apollo 13. Puis, C'est vraiment du pragmatisme. Il faut que tu prennes en charge toi-même. C'est pas de exact. l'enfantillage. Là. Ouais, puis moi, ce que j'aime, c'est justement que la première phase, elle sert non seulement de MVP ou de preuve de concept pour ta business, mais elle sert aussi d'un relationship check, de genre, est-ce qu'on peut te Exact. faire confiance? Est-ce que tu es sérieux? Tu sais, la confiance puis le sérieux, c'est comme, tu sais, on a tout un paquet de projets, on a toutes des affaires à faire. Comme, on veut travailler avec du monde qui sont vraiment fucking sérieux puis qui ont le goût de botter des culs, d'atteindre des résultats. Fait que si les simples ou complexes devoirs qu'on te donne au début, ça t'overwhelm ou t'as pas le temps de les shipper puis tout ça, ben c'est un filtre pour les deux parties. Tu sais, c'est comme, garde, peut-être ça fonctionne pas, peut-être t'es pas au bon timing ou pas au bon product market fit, pas au bon team fit, mais nous aussi, ça nous permet ensuite d'aider du monde qui sont vraiment in it, tu sais, all in. Clairement. Fait que l'espèce de confiance initiale, le check, puis après la croissance, il n'y a pas. Tu sais, la raison pour laquelle tu disais c'est un peu focal, c'est qu'on s'est bien rendu compte que, genre, il n'y a pas de formule qui est universelle pour tous les business qui arrivent dans ce stage-là de Puis early growth. tes faiblesses et tes forces sont pas les mêmes d'un entrepreneur à Exact, l'autre. c'est ça.
Puis c'est ce qui a fait qu'on a diversifié le network de mentors aussi puis d'experts. C'est parce que tu sais, t'as une business qui arrive, mettons, puis qui est dans le, je sais pas, le food tech, là, genre, ils font un SaaS pour de la bouffe, whatever. Ça se peut, man, que tu aies besoin de parler avec un expert qui a fait, je sais pas, des normes agroalimentaires Clairement. ou que ton marketing, il y ait, je sais pas, il y a des restrictions à cause de ton market, de ta catégorie, que tu peux pas dire telle affaire, tu peux pas utiliser tel channel, whatever. Fait que tu sais, c'est un peu naïf, je pense, de penser que tu as un one size fits all pour la formule. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, ça finit jamais, entre guillemets, Apollo 13. Mais tu sais, pour vrai, si t'es sérieux à propos de ta business, elle finit jamais. Hein. Genre, Ouais, tu sais, t'as il n'y a toujours pas de un cycle. l'amélioration. Ouais. Exact. Puis tu sais, un moment donné, si tu as fini ton aventure ou que tu vends ta compagnie ou que tu pivotes ou que tu startes une autre compagnie, ben tant mieux, tu sais, mais comme la ride est supposée être le fun tout le long. Là, fait Ouais. Puis qu'on normalement, on ces veut pendant gens-là, la ils job. reviennent. Ouais, puis normalement, ces gens-là, mettons, dans le cas d'Apollo, ils reviennent comme mentors. Tu sais, Phil, c'est le cas de Phil, c'est le cas Right, de Frank. Tu sais. exact. Fait que, tu sais, le but, c'est de revenir un peu là-dessus, c'est de créer une forme de partage de connaissances. Tu sais, ce qui fait la richesse d'un écosystème entrepreneurial, c'est pas la capacité de fonds levés, c'est plutôt la capacité des entrepreneurs qui ont réussi de repartager avec les nouveaux. Tu sais, ça, c'est la Exact. clé, mettons, de succès. Puis c'est ce qui fait que si on crée un écosystème de générosité en travers les entrepreneurs qui ont réussi quelque chose, puis, tu sais, on pourra faire un podcast, Frank, ça me donne une idée, là, rien que sur la définition de ce qui est considéré comme étant la réussite ou pas. Là. Mais Sure. tu sais, ceux qui sont prêts à repartager puis redonner, mettons, à ces entrepreneurs qui émergent dans des industries semblables ou complémentaires, etc. Moi, je pense que c'est là qui fait toute la différence par rapport aux réussites d'un projet Absolument. ou à un autre. Là. Puis tu sais, moi, dude, là, je peux pas être assez reconnaissant pour tous justement les entrepreneurs avec un peu plus d'expérience que moi ou les professionnels avec un peu plus d'expérience que moi qui ont pris un peu de temps pour soit me botter le cul, soit m'apprendre quelque chose, soit me dire hey, ça, tu devrais faire attention à ça au niveau de ton attitude ou au niveau de tes compétences, au niveau, tu sais, c'est là-dessus, là, genre, c'est là-dessus que j'ai buildé ma carrière au complet. Tu sais, Charles McLaughlin avec le SEO au début, toutes les devs chez Spectrum qui m'ont briefé, qui m'ont appris comment ça marchait la prog. Toi qui m'as genre coaché sur le management, qui m'as coaché sur la business, sur les finances du mieux que tu pouvais parce que je suis nul en maths. Toutes les autres personnes, tu sais, plus tard, ça a été d'autres entrepreneurs, ça a été du monde qui ont tu sais, quand on a vendu Snip, hey, on avait du monde dans notre réseau. On pouvait se tourner puis faire du monde qui disait check, regarde, moi je me suis chié là, ça c'était bon, ça c'était pas bon. Puis tu sais, en vieillissant, là, je me rends compte que la puissance, là, puis genre le stress relief d'avoir un beau network, là, un bon network, c'est tellement bon. Puis ce que je trouve cool, c'est qu'avec Apollo 13, c'est basically un network built-in. C'est C'est comme, du viens ici, relationnel. Là. Ouais. exact, viens ici, prouve que t'es sérieux, puis comme que tu Worth mérites it, d'être là. dans ce network-là, puis paf, man, c'est comme un growth hack de network, là. De network, ouais, excuse, network. Alright, je ferai pas une blague plate. Dude, ça fait 1 heure qu'on roule et plus. Moi, of course, je te parlerai pendant des heures, là, surtout qu'à cette heure, t'es plus à côté. Mais je pense qu'on peut closer ça là-dessus. Tu sais, ça fait du sens. On peut faire un petit shout-out, là, tu sais, apollo13.co. Il y a un guide pour les entrepreneurs qui est gratuit, qu'on continue d'améliorer en tout temps. Le staff, la team d'Apollo 13, des experts, des mentors contribuent à ce guide-là. Puis c'est justement dans cet esprit-là de redonner, d'éduquer le monde. Puis tu peux jumper de chapitre en chapitre, dépendamment t'es rendu où dans ta trajectoire avec ta business. Fait que allez checker ça. Le monde qui écoute ou qui regarde ce pod-là. Puis je sais pas si t'as d'autres shout-out à faire avant qu'on close là-dessus ou. À part te dire que je t'aime puis que j'ai hâte au prochain podcast, ça devrait bien aller, là. Moi aussi, dude, man. Moi aussi. Fait que. Je t'ai mis mal à l'aise publiquement, c'est ça, Non, Ben. Non, j'avais hâte qu'on parle d'histoire, mais tu sais, un moment donné, pour ceux qui nous connaissent pas ou qui apprennent à nous connaître, Georges puis moi, on a des bons caractères, puis des fois, on argumente beaucoup sur différentes choses. Puis je pense qu'un des prochains pods, on couvrira, tu sais, peut-être l'acquisition avec Snip. Ça a été difficile à Claire. plein de niveaux. Puis on a réussi à garder une amitié à travers tout ça. Puis ça, je suis trop reconnaissant de ça. Fait que, tu sais, on essaiera de épicer un petit peu les discussions pour un prochain pod, là, c'est ça. Clairement. All right, Plaisir, man. Frank. Salut, mon vieux. Bye All right, bye. ciao.